Monsieur le chancelier, messieurs et mesdames les ambassadeurs et ambassadrices, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, chères consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, je dois commencer cette très brève allocution par des regrets, celui d'avoir dû, bien malgré moi, anticiper sur l'honorable corvée qui m'échérera l'an prochain, en l'absence de notre président André Vacheron. J'ai préféré laisser vide son fauteuil en hommage et en signe de regret devant la maladie qui le cloue sur son lit d'hôpital, dont nous ne savons pas trop quand il aura le bonheur et la chance pour nous de sortir. Je dois également présenter ici quelques excuses et demandes de compréhension pour le retard avec lequel nous procédons à cette cérémonie. L'épidémie dont nous sommes encore menacés nous a obligés, d'une part, à reporter la date et à empêcher le président Valéry Giscard d'Estaing, que cette épidémie a emporté, de remettre son épée à notre confrère et ami Éric Roussel. C'est donc Jean-Christophe Rufin qui s'est porté fort aimablement volontaire pour cet honneur. Madame Anémone Giscard d'Estaing, qui devait venir, a dû se décommander à cause des obsèques de sa sœur. Nous l'en excusons donc bien volontiers. Monsieur Louis Giscard d'Estaing, en revanche, prévoyait de venir et sans doute est-il là. Eh bien, nous sommes donc heureux d'accueillir un nouveau confrère et c'est notre confrère et ami Jean-Claude Casanova qui va prononcer le discours d'accueil. Je le prie donc de bien vouloir venir à la tribune. Monsieur le chancelier, monsieur le Premier ministre, mes chères consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, cher Éric Roussel, vous avez bien voulu me choisir pour vous accueillir dans notre académie au nom de notre très ancienne amitié. Vous m'honorez, je vous en remercie. Puis-je me permettre aussi de vous dire mon embarras. Je sais que l'on en sort en respectant les usages, mais quand j'ai eu l'honneur de rejoindre l'Académie, cette forme d'accueil n'existait pas. Il me faut donc improviser. Dans les lettres anglaises, Voltaire avait remarqué que les académies en France avaient des usages différents. Certaines aimaient les éloges, d'autres préféraient la réserve. L'éloge n'était guère le genre, dit Voltaire, de l'Académie des sciences ou de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Les moins anciennes de nos académies étaient en effet les plus austères. Voltaire avait inventé un Anglais qui lui aurait dit « Monsieur, tout ce que j'entrevois dans ces beaux discours, c'est que le récipiendaire, ayant assuré que son prédécesseur était un grand homme, que le cardinal de Richelieu était un très grand homme, le chancelier Séguier un assez grand homme, Louis XIV plus qu'un grand homme, le directeur lui répond la même chose et ajoute que le récipiendaire pourrait bien être aussi une espèce de grand homme et que pour lui, directeur, il n'en quitte pas sa part. Notre académie est encore plus jeune que celle que je viens d'évoquer. Elle a été fondée principalement par des jansénistes, par des réformés, il suffit de lire les mémoires de Guizot, et par des disciples des Lumières. Pour eux, de même que la charité, pour rester sincère, ne gagnait pas à être rendue publique, les éloges réciproques entre vivants pouvaient trop ressembler à des compliments, pire, à des complaisances. Ils s'en remettaient aux actes, aux œuvres et à la postérité. Autant dire que je ne prononcerai pas votre éloge. Dans un avenir très lointain, le président de l'Académie, un triste lundi, le fera brièvement. Puis un an après, votre successeur, comme vous allez le faire dans un instant, lira
on souligne la sévérité de l'intitulé, la notice sur la vie et les travaux d'Éric Roussel. M'appuyant sur cette tradition, je vais vous accueillir en parlant de vos livres, en disant à quelles réflexions ils conduisent. Et comme vos livres parlent de politique, je parlerai de politique. Vous avez choisi parmi les symboles gravés sur la garde de votre épée le signe qui incarne la vérité. En politique, la vérité consiste à chasser les illusions et à confronter les intentions aux résultats. Vous venez du journalisme et vous êtes resté journaliste. C'est la puissante école des historiens du présent, dure école où il faut à tout instant juger des événements sans en connaître la suite. Ce métier sur l'histoire vous a mené et vous a conduit à devenir historien de notre temps, et comme historien, vous avez choisi comme genre la biographie des grands hommes. Certains croyaient avoir tué ce genre. Dans ma jeunesse étudiante, on enseignait qu'en histoire, l'évolution des prix relatifs importait plus que les grands hommes. Mais j'aurais vu avec amusement l'école des Annales, dévouée à la fresque économico-sociale, s'achever avec Jacques Le Goff, écrivant une biographie de Saint-Louis, et mon ami Furet préparant celle de Napoléon. L'avantage de la biographie, comme l'avait remarqué Michelet, c'est qu'elle prépare le travail du moraliste. Elle tire de la foule des hommes les plus utiles à étudier et permet ainsi d'accéder à la réalité la plus profonde. Dans vos livres, je trouve 7 grandes figures, un joli chiffre, 4 et 3. 4 destins accomplis qui forment comme 2 couples se répondant sur une question essentielle, Jean Monnet et Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. 3 destins inachevés, Pierre Brossolette, Pierre Mendès France et Georges Pompidou. On sait qui est Pierre Brossolette, une des plus pures et des plus héroïques figures de la résistance. Que retenir? Son extrême courage, bien sûr, mais aussi sa lucidité politique, vertu aussi rare que le courage. Si De Gaulle l'avait écouté en 1943, le général ne serait pas tombé dans le piège dans lequel il s'est lui-même enfermé en confiant le pouvoir aux parlementaires, aux partis et parmi les partis aux communistes. Le fils de Pierre Brossolette l'a écrit « Mon père juge préférable en 1943 de ne pas construire une autorité nationale en France qui ferait double emploi avec Londres. Le risque serait grand. Le risque fut pris, De Gaulle fut lié. Le programme du Conseil national de la résistance ne vaut pas mieux que le programme commun de gouvernement de 1981 et obtint les mêmes effets. L'inflation, les nationalisations et les constantes dévaluations. Et surtout, De Gaulle ne parvint pas à obtenir en 1946 la constitution qu'il souhaitait. Pierre Mendès France. Vous avez dirigé l'Institut Pierre Mendès France. Vous avez organisé ses archives et vous lui avez consacré un livre. C'était un des hommes les plus aptes à gouverner et il a très peu gouverné. Les élections de 1956 auraient pu le ramener au pouvoir. L'intrigue l'en a écarté. Comme Léon Blum, ce grand juif qui a tant donné à la France a été insulté, et comme Léon Blum, il est resté un patriote irréprochable. Si son image persiste, c'est parce que son souvenir inspire le regret et l'admiration. Le regret qu'il n'ait pu déployer ses talents au sommet de l'État. L'admiration tient à son intégrité. Il est entier, rien ne l'entame. Radical, il admire la rigueur financière de Poincaré et n'en démordra pas. Il refuse l'armistice, il est incarcéré, condamné. Il reprendra le combat et servira comme officier, et ensuite fera annuler le jugement inique qu'il avait condamné. Ministre, il préfère démissionner que de renoncer à son programme rigoureux. Défenseur du régime parlementaire, il n'acceptera jamais la monarchie présidentielle. Dans l'admiration qu'on lui porte, il y a comme la compensation d'un reproche que l'on s'adresse secrètement. Nous tolérons trop la démagogie. Georges Pompidou, lui aussi, connaît un destin inachevé. Collaborateur indispensable à Matignon du général de Gaulle, dernier président du Conseil de la 4e République, puis deuxième Premier ministre de la 5e, Georges Pompidou, l'affaire algérienne réglée, met sa marque dans les grandes réformes de la 5e République. Et on a vu dans ces très remarquables écrits, à l'édition desquels Éric Roussel a collaboré, l'acuité et la profondeur de son jugement. En 1968, dans la tourmente, il perçoit que l'on sortira de la crise par l'élection et que le référendum est une panacée illusoire. C'est lui qui gagne les élections législatives de 1968. Il devient le successeur en puissance.
ce qui crispe De Gaulle. Le référendum incertain échoue, De Gaulle s'éloigne, il lui succède, et il rend à De Gaulle le plus grand hommage qu'on pouvait lui rendre. Il maintient et renforce la Ve République. J'irais presque à dire qu'il en est le cofondateur. Son principal concurrent n'en aurait sans doute pas été capable. Les ferments de l'impuissance parlementaire étaient encore vifs. La maladie a réduit son mandat. S'il avait terminé et s'il avait été réélu, n'épiloguons pas. Ces trois destins furent inachevés. Constatons avec Éric Coussel que l'achèvement manque cruellement à chacun d'eux, mais que les trois manquèrent à la France. Venons-en à vos 4 livres à propos de 4 destins qui, eux, s'achevèrent. Jean Monnet, né en 1888, Charles de Gaulle en 1890, François Mitterrand en 1916, Valéry Giscard d'Estaing en 1926. Les 2 premiers connurent la guerre de 14-18, tous les 4 la Seconde Guerre mondiale, différemment bien sûr. Tous sont illustres. 3 sont présidents de la République et le 4e est le père de l'Europe, le plus grand de ses inspirateurs. Commençons par Jean Monnet, un Français singulier, sans diplôme ni décoration, sachant l'anglais et la géographie, qui n'a jamais cherché à diviser, au contraire, il a toujours cherché à rapprocher les Français entre eux, Giraud avec De Gaulle, les Allemands avec les Français, les Américains avec les Européens et tous les hommes entre eux. Sa perspicacité est souveraine, s'y ajoute la clarté d'esprit et l'art de persuader. En 1915, il ne peut combattre, il obtient à 26 ans de représenter le ministre du Commerce à Londres pour coordonner les armements. Fin 1919, il est secrétaire général adjoint de la Société des Nations jusqu'en 1923. Il comprend que l'organisation internationale ne progressera que par la limitation croissante des souverainetés. En 1930, il joue un rôle essentiel dans la création de la Banque des règlements internationaux à Bâle. En 1938, pressentant la guerre, il se fait confier par Daladier une mission pour faire construire et acheter une quantité massive d'avions aux États-Unis. Mission difficile, car le contentieux lié au non-remboursement de nos emprunts persiste entre Paris et Washington. Il faut donc persuader les Américains de sortir de la neutralité et de financer l'opération. En 1939, à Londres, il coordonne au niveau le plus élevé les productions d'armement des 2 pays qui viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne. Le 16 juin 1940, il inspire à Churchill le projet d'union franco-anglaise que De Gaulle transmet à Paul Reynaud et que le gouvernement repousse. Il rejoint Washington pour favoriser l'entrée en guerre des États-Unis, puis il rallie Giraud à Alger en 1942, prend sa mesure et choisit De Gaulle, emmenant avec lui Jox et Couve de Murville. De Gaulle lui confie en 1945 le commissariat du plan qu'il crée. Il s'agit, grâce à l'aide américaine, de moderniser et de développer l'économie française. Le 9 mai 1950, il inspire la déclaration Schuman au Quai d'Orsay, puis toutes les étapes de la construction européenne jusqu'au traité de Rome et jusqu'à sa dernière visite à Valéry Giscard d'Estaing, en qui il reconnaît son successeur dans l'œuvre à accomplir pour le féliciter non seulement d'avoir enfin assuré l'élection du Parlement européen au suffrage universel, mais surtout d'avoir instauré le Conseil comme organe suprême de l'Union européenne, maintenant qu'elle entre progressivement dans sa phase de construction politique. Il avait compris que la Commission ne peut jouer le premier rôle dans l'Union, qu'il devient ainsi tricéphale. J'ai souvent cité une remarque profonde d'Alfred Sauvy: il n'y a en politique que 2 idées, fondant 2 idéaux, la pureté et la relation. D'une certaine façon, Rousseau serait le philosophe par excellence de la pureté, qui implique l'intégrité et la séparation. Montesquieu serait celui de la relation, qui implique l'ouverture, l'échange, la communication. Si l'on cède trop à la pureté, on va au nationalisme et à la discorde. Mais si on cède trop à la relation, on va au cosmopolitisme et donc à la dilution vers la tour de Babel. Monnet incline à la relation, De Gaulle incline à la pureté. L'idéal serait de combiner les 2 en même temps. Quel dialogue dans l'au-delà s'instaure entre ces 2 grands hommes? De Gaulle, si l'on s'en tient à l'essentiel, survivra comme un héros et comme un fondateur, comme un grand Européen aussi. Le héros du 18 juin. Il désapprouve l'armistice, il appelle à poursuivre la guerre et l'alliance avec l'Angleterre. Comme Churchill, il pense que Roosevelt et les États-Unis rejoindront le combat des Anglais et compenseront par leur puissance industrielle celle de l'Allemagne.
Comme Churchill, il ne sait pas, à cette date, si Hitler et Staline respecteront le pacte qu'ils ont conclu et par lequel ils se sont partagés la Pologne. En même temps qu'il veut poursuivre le combat, il entend réunir sous sa direction les Français désireux de se battre. À l'issue de la guerre, dont il pressent qu'elle sera victorieuse pour les Alliés, après avoir dirigé la France libre, il veut diriger la France entière pour la réformer et la guérir des maux qui conduisirent à la défaite. Il échoue 2 fois, en 1946 et en 1951. Il réussit à la 3e, il fonde nos institutions en 1958 et 1962. Nous les connaissons, elles instaurent la primauté de l'exécutif sur le Parlement, le président étant sacralisé par le suffrage universel et le Parlement réduit à la législation, au contrôle et à l'approbation, sauf cas de cohabitation que les rédacteurs n'avaient pas vu venir. Votre livre explique ce double geste du héros et du fondateur. Machiavel l'a écrit. Les hommes qui par les lois et les institutions ont formé les républiques et les royaumes, sont placés le plus haut, sont le plus loués après les dieux. Le dessein de De Gaulle ne se limite pas à la seule France. Le 22 juin 1951, il avait affirmé « Nous sommes pour la fédération européenne ». Le 25 février 1953, il ajoute « En marchant vers l'unité de l'Europe, on marche dans le sens de l'histoire ». Le 17 juillet 1961, il persiste « L'Europe doit constituer une entité politique distincte des autres et avoir sa personnalité au point de vue de la défense, qui est toujours la base de la politique ». Et dans son dernier livre, dans ses Mémoires d'espoir inachevés, écrit en 1970, il circonscrit et définit ainsi l'Europe. « J'ai de tout temps ressenti ce qu'ont en commun les nations qui peuplent l'Europe, tout étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce, il est conforme à la nature qu'elles en viennent à former un tout, ayant au milieu du monde son caractère et son organisation. Dans cette Europe, je ne vois pas la Turquie. Bien sûr, il est européen à sa façon, méfiant à l'égard des institutions communautaires, sourcilleuse en ce qui concerne les rapports avec les États-Unis. Mais l'intention historique reste claire et d'une certaine façon, la suprématie aujourd'hui du Conseil au sein des institutions européennes revient au plan Fouché que De Gaulle avait proposé en 1962 et qui fut rejeté par les Pays-Bas. De Gaulle, pas plus que Monnet, ne connaissent le point final d'aboutissement de ce mouvement d'unification, parce qu'il est incertain et difficile à atteindre compte tenu de la nature et de l'histoire des vieilles nations qui composent l'Europe. Si nous allons vers une fédération d'États-nations, nous ne savons pas comment y parvenir sans heurts. Le chemin sera lent, semé d'embûches et de réactions. Ni les cantons helvètes d'avant la Confédération, ni les États qui s'unirent en Amérique à la fin du XVIIIe siècle n'étaient des nations au sens européen et moderne du terme. Peut-être pour cette raison purent-ils se fédérer. Les peuples slaves des Balkans, trop hétérogènes, échouèrent à former la fédération que leur proposèrent, si j'ose dire, tour à tour, le roi des Serbes puis le croate Tito. Aucune expérience ne nous montre la voie. Venons-en pour finir à Valéry Giscard d'Estaing et à François Mitterrand. Ils sont l'un et l'autre trop proches pour prendre le recul nécessaire, et pour ma part, je ne peux encore évoquer Giscard sans que le chagrin m'effraie. Cher Éric Roussel, vous avez publié votre livre sur lui, de son vivant, et ce fut, je crois, une grande joie pour lui et pour ses amis. Disons simplement que l'un et l'autre furent des disciples de Jean Monnet, en ce sens qu'ils firent progresser la construction européenne. Mitterrand d'ailleurs fit entrer Jean Monnet au Panthéon. L'un et l'autre, permettez-moi de l'avancer, furent aussi des disciples du général de Gaulle, en ce sens qu'ils respectèrent scrupuleusement les institutions de la Ve République. François Mitterrand les perfectionna même avec cette diarchie que l'on appelle cohabitation, forme de pouvoir qui n'aurait pas plu à De Gaulle, mais qui est bien inscrite dans le texte ambigu de la Constitution. Bien sûr, ils furent aussi des adversaires qui s'affrontèrent 2 fois. Puis-je esquisser la principale différence entre eux. Giscard naît et meurt libéral. Il veut une monnaie stable et des finances publiques équilibrées. Mitterrand, lui aussi, ne varie pas. Mais sa continuité n'est pas dans les idées sur l'organisation de la société et de l'économie. Elle consiste à adopter les opinions nécessaires pour vaincre ou pour survivre politiquement. D'abord volontaire national, donc proche du parti du colonel de Larocque, puis centre-droit, puis vichiste, puis résistant, UDSR avec Pleven, apparaté à droite en 1951 grâce à Roger Duché, Front républicain en 1956, enfin socialiste 24 heures avant de devenir secrétaire général du parti.
Si je devais tenter un parallèle, c'est à Alcibiade que je pense, bien né, bien doué, se laissant aller à la démagogie. Comment, de son point de vue, pouvait-il agir autrement pour exister politiquement à partir de 1958 ? Peut-on être élu en 1981 avec les voix communistes sans promettre au moins une partie de ce que les communistes réclament ? Il fallait bien tourner le dilemme que crée le scrutin majoritaire dans un pays qui cultive les extrêmes depuis 1792. Ainsi fut fait. 2 ans de programme commun, 3 d'évaluation, puis retour au centre en 1983. Du point de vue de Sirius, le dialogue posthume entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing nous aide, je crois, à poser un problème important sur la nature de la Ve République et sur son avenir. Qu'est-ce qui définit notre régime ? Nous l'avons dit, la primauté de l'exécutif. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que De Gaulle et avant lui un important courant révisionniste en matière constitutionnelle, Broglie, Clémenceau, Millerand, Tardieu, avaient jugé que tout le mal de la République tenait à la primauté du Parlement sur l'exécutif et à l'instabilité et à la faiblesse qui en découlaient. De là naissait l'absence de rigueur budgétaire, l'inflation, l'endettement, les dévaluations. De Gaulle l'avait clairement affirmé en 1958. Le plan RUEF qu'il avait adopté, créant une monnaie forte, instaurant la rigueur, exigeait un pouvoir exécutif ferme et continu. La facilité monétaire et financière naît de la démagogie, qui n'est rien d'autre que l'art de faire des promesses que l'on ne peut pas tenir. Avec la Constitution de 1958-1962, il s'agissait de donner au pouvoir exécutif, au président donc, le moyen d'échapper à la démagogie qui avait rongé la Troisième et la Quatrième République, le centre de cette démagogie étant au Parlement. Je crois que de son tombeau, la question que De Gaulle nous pose et qu'illustre la confrontation Giscard-Mitterrand est la suivante. Êtes-vous sûr que la démagogie ne gagnera pas le pouvoir présidentiel, puisque celui-ci est renouvelé par l'élection, et que l'élection est le champ de manœuvre de la démagogie? Pour répondre à cette demande, il faut savoir si la Ve République, abridée de la démagogie, a bien duré après 1981. En matière économique, la rigueur présidentielle l'a-t-elle toujours emporté sur la facilité présidentielle? Demandons-nous donc si une question, c'est une question, pas une affirmation, si la démagogie n'a pas simplement changé de palais, du palais Bourbon au palais de l'Élysée. Avant 1981, on peut répondre non à cette question. Mais après 1981, question difficile. Si l'on répond oui, si l'on mesure la montée inexorable de l'endettement, la fragilité de la France par rapport à l'Allemagne au sein de la zone européenne, et que l'on conclut que le régime présidentiel ne garantit pas la stabilité monétaire et financière, alors l'intention du fondateur de la Ve République est mise en cause. Du fait de l'élection du président au suffrage universel, le pouvoir exécutif renforcé pourrait être aussi faible, aussi laxiste que l'a été le pouvoir parlementaire d'autrefois. Question redoutable, car la réponse ne laisse que 2 issues. De 2 choses l'une, en effet, soit cette facilité tient à la nature politique des Français, elle-même fruit de multiples causes, soit elle tient à la nature de la démocratie, que la démagogie, fruit de l'élection, corrompra inexorablement. La perte de la confiance dans les gouvernements, qu'on observe dans toutes les démocraties occidentales, favoriserait cette interprétation. Le peuple des électeurs discerne désormais le mensonge démagogique, c'est-à-dire les promesses que l'on ne peut pas tenir dans les opinions qu'expriment les candidats. La démocratie, qui par nature doit reposer sur la confiance, reposerait désormais sur la méfiance. J'en ai fini. La lecture de vos livres mène donc à ces 2 questions. Une question nouvelle, comment constituer une fédération à partir de nations au long passé historique? Une question classique, comment la démocratie peut-elle éviter de se corrompre par la démagogie? 2 questions vitales pour l'Europe. Cher Éric Roussel, vous ne résolvez pas les problèmes qu'elle pose, moi non plus, mais vous entrez dans une société savante qui ne manquera pas de mieux les poser et peut-être de les résoudre, d'autant qu'elle bénéficiera désormais de votre savoir. C'est vous dire avec quelle joie nous vous accueillons et vous remercions de vous joindre à nous. Merci.
La parole est donc à Monsieur Éric Roussel, notre nouveau confrère et ami, pour la lecture de la notice sur la vie et les travaux de la regrettée Claude Dulon-Sainteny. Monsieur le Chancelier, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Versailles, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences morales et politiques, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'était il y a 45 ans, au Palais d'Orsay, qui n'était plus un hôtel et pas encore ce musée voulu par le président Giscard d'Estaing et qui porte désormais heureusement son nom. On y dispersait la succession de Paul Morand, léguée à l'Académie française. Il y avait là, au milieu de curieux et d'habitués des salles des ventes, les fidèles de l'auteur d'Ouvert la nuit. Dans la foule, on remarquait aussi bien Edmond de Charleroux qu'Alain Delon, incarnation récente à l'écran de l'homme pressé. Bientôt, une silhouette attira mon regard, celle d'une femme dans la force de l'âge et de magnifique allure, c'était Claude Dulon. Elle était là en tant qu'amie de l'homme assez insaisissable dont elle avait brossé le portrait dans la revue La Parisienne sous le titre « Un séducteur ». Ce fut là ma première rencontre, à dire vrai insignifiante, avec celle à laquelle vous m'avez fait l'honneur de m'appeler à succéder. Par la suite, 2 dîners chez des amis communs me permirent quelques échanges avec elle, mais c'est par ses livres, par son œuvre historique, à la fois érudite et merveilleusement écrite, que j'ai pu mesurer le talent de votre ancienne consoeur, dont son ami Henry Kissinger a dit justement « Elle est l'une des femmes les plus belles que j'ai connues et dont l'intelligence est égale à son charme ». En un temps où les historiens mettaient volontiers l'accent sur les structures et les mentalités collectives, au détriment de l'individu, Claude Dulon resta toujours convaincu que les hommes jouent un rôle majeur dans l'évolution des sociétés. Et comme notre grand et regretté confrère Jean-Baptiste Durosel, elle estimait qu'on ne voit pas pourquoi l'étude des illustres serait moins intéressante que celle des sans grades et des obscurs. Pour évoquer son parcours, je me sens donc autorisé à commencer par ce que Taine a défini dans une formule célèbre, la race, le milieu, le moment. Race étant évidemment entendue dans son sens ancien et premier. Claude Badalot, qui devait devenir Claude Dulon, est né le 12 juin 1922 à Limoges, dans une famille aisée d'origine bordelaise. Très tôt, elle manifeste un goût marqué pour la culture et des dons évidents. Après de brillantes études littéraires, elle prépare seule, après la défaite de juin 40, le concours d'entrée à l'École des Chartes. Elle y est admise dès sa première tentative, en 1941, mais les circonstances l'obligent à se replier à Dax, de sorte qu'elle ne peut intégrer l'école que l'année suivante. Elle rattrape néanmoins très vite le temps perdu, en préparant une thèse sur une chanson de geste du début du XVe siècle. Elle la soutient brillamment en 1945. De sa promotion à l'École des Chartes, Claude Dulon sort 4e, un rang plus qu'honorable qui lui permet de devenir conservateur de la bibliothèque municipale de Versailles, l'une des plus prestigieuses de France, particulièrement riche en documents des XVIIe et XVIIIe siècles. Son passage sera remarqué et très bénéfique pour cette institution. En effet, parallèlement à son activité professionnelle, Claude Dulon est recruté par un grand collectionneur, Jean Le Baudy, afin de classer l'exceptionnelle bibliothèque qu'il a constituée avec son épouse et où abondent des pièces uniques, comme par exemple des éditions rares de l'Astrée ou des Maximes de La Rochefoucauld, des lettres de Louis XIV, de Louvois ou du Grand Condé, et bien d'autres merveilles. L'ensemble fera l'objet de 2 dons à la Bibliothèque de Versailles en 1962 et en 1974, grâce à l'intervention providentielle de Claude Dulon, qui orienta les collectionneurs vers l'institution versaillaise, où elle savait que ses trésors seraient précieusement conservés et mis en valeur. Ces activités orientent définitivement ses recherches vers le XVIIe siècle, le grand siècle, une époque dont elle a acquis une connaissance profonde et, pourrait-on dire, intime, au contact de correspondances inédites que son métier l'a amené à inventorier et à classer. Mais n'imaginons pas Claude Dulon sous les traits d'une austère archiviste dont la vie ne serait consacrée qu'au déchiffrement des grimoires. D'instinct, elle sent qu'une impeccable documentation ne suffit pas
à éveiller l'intérêt du lecteur et qu'il faut donc que s'ajoute au sérieux et à la méthode un vrai bonheur d'écriture, l'art de faire disparaître l'armature d'une œuvre solide pour la rendre attrayante. Tout naturellement, Claude Dulon participe donc à la vie littéraire. À une époque où sévit un certain conformisme idéologique, elle est séduite par ceux qui se font les apôtres de la liberté d'écrire, voire du désengagement. C'est ainsi que sa route croise celle d'un groupe de jeunes écrivains que Bernard Franck nommera les Hussards et qui s'appelaient Michel Déon, Antoine Blondin, Jacques Laurent, Roger Nimier. Contre la dictature de l'existentialisme, il cultive l'irrespect et le paradoxe. Une revue, La Parisienne, leur sert d'asile. La Parisienne, écrira Michel Déon, s'ouvrait à tout vent pour que ce fût un vent de talent. Le talent, Claude Dulon n'en manque pas. Elle donnera donc diverses contributions à cette revue, dont le portrait de Paul Morand, déjà évoqué. De cette période de sa vie, elle conserva aussi de solides amitiés, dont celle de Michel Déon, qui en 1996 lui remit, en lieu et place de l'épée dont elle n'avait pas voulu, un médaillon symbolisant son entrée dans notre compagnie. C'est également à cette époque qu'elle rencontre celui qui va devenir son mari, Jean Sainteny, haute figure du gaullisme, qui sera ministre des Anciens Combattants, puis membre du Conseil constitutionnel. Par cette union, Claude Dulon entre dans un autre univers, celui du fondateur de la Ve République. Compagnon de la Libération, Jean Sainteny a été un grand résistant. Il a 32 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate, et il est de ce tout petit nombre qui, très tôt, refuse la servitude. Dès l'automne 1940, il rallie en Basse-Normandie ceux qui vont commencer à combattre pour la liberté du pays. Il appartenait, dira son ami Maurice Druon, à la race peu nombreuse mais merveilleusement durable des chevaliers. Son activité est sidérante. Les épreuves semblent le galvaniser. Arrêté en septembre 1941, traduit en corps martial, relâché faute de preuves, il entre de nouveau dans la clandestinité. Grâce à lui, de nombreux volontaires rejoindront la France libre. Devenu au début de 1942 l'un des principaux chefs du réseau Alliance, il est de nouveau appréhendé en 1943 et de nouveau il s'échappe. Traqué par la Gestapo, il est astreint à mener une vie errante. En mars 1944, il réussit à gagner Londres, où on le réclame. Dès le mois suivant, il replonge dans la clandestinité. Et une fois encore, en juin, il est arrêté. Alors que les Alliés débarqués en Normandie font reculer l'ennemi, Jean Sainteny est affreusement torturé. Pantelant, à bout de force, il parvient cependant à s'échapper du siège de la Gestapo rue des Saussets, en sciant un barreau de sa cellule. Moins d'un an plus tard, on le retrouve en Indochine, un pays alors sous tutelle française, que les circonstances familiales lui ont appris à connaître et à aimer. Cette partie de l'Empire français se trouve alors en proie à de terribles secousses, annonciatrices de ce qui va être la décolonisation. Après le coup de force japonais du 9 mars 1945, l'Indochine est en butte à une agitation révolutionnaire. Ho Chi Minh, le chef du Viet Minh, veut mener son pays à l'indépendance. Le général de Gaulle entend de son côté rétablir d'abord les droits de la France. C'est dans ce contexte compliqué que Sainteny arrive. Il est le premier officier français à reprendre pied à Hanoï, en lieu et place de Pierre Messmer, capturé dès son parachutage par le Viet Minh. Il est aussi le premier à établir le contact avec Ho Chi Minh. Partisan d'une solution pacifique, il est le grand artisan des accords franco-vietnamiens du 6 mars 1946, dit Sainteny-Ho Chi Minh. En vain, quelques mois plus tard, la paix laisse place à la guerre d'Indochine, comme le racontera plus tard Claude Dulon, j'y reviendrai. Ce mariage avec un homme exceptionnel, puis la naissance de deux enfants, Guillaume et Elvire, n'éloigne pas Claude Dulon de ce qui est sa passion, l'histoire. Depuis le début de sa carrière, son intérêt pour le grand siècle n'a cessé de grandir, au point de devenir pour elle un véritable ancrage. La période n'a pas de secret pour elle. Littérature, correspondance, mentalité, rien ne lui est étranger de cette époque marquée dans tous les domaines par un retour à l'ordre. Sa thèse sur la Fronde lui a fait sentir à quel point cet épisode a pu semer trouble et désordre. Dès lors, elle comprend admirablement les ressorts de la réaction à l'œuvre durant le grand siècle et aussi toute la complexité de l'époque. Car le grand siècle, c'est évidemment le classicisme, c'est-à-dire un art de la maîtrise, maîtrise des passions, maîtrise de l'imagination, maîtrise enfin de l'écriture. C'est aussi le retour à un ordre rigoureux dans tous les domaines. En politique, on passe
de l'autorité royale contestée par la Fronde à la monarchie absolue de Louis XIV. En religion, les guerres et les troubles cèdent la place à la toute-puissance de l'Église catholique, à telle enseigne qu'on peut dire que le XVIIe siècle est vraiment le siècle de l'ardeur religieuse. Sous des formes diverses, évidemment. Si le jansénisme, illustré par Pascal et Racine, témoigne d'une authentique exigence spirituelle, d'autres mouvances se font les adeptes de méthodes plus discutées. Ainsi, la Compagnie du Saint-Sacrement orchestre-t-elle des cabales contre ceux qui lui semblent ne pas respecter les dogmes et les mœurs chrétiennes, au premier rang desquels un certain Molière, qui représente en quelque sorte l'autre face du grand siècle. Toute réaction, souligne Claude Dulon, suscite un choc en retour. Le destin de l'auteur du Misanthrope en témoigne, au même titre que l'apparition des libertins, ce terme désignant à l'époque ceux qui, par opposition à des règles trop strictes, remettaient en cause normes et interdits. Pour Claude Dulon, le strict classicisme ne résume donc pas le XVIIe siècle, et c'est cette compréhension profonde de l'époque qui fait la valeur de son œuvre. Celle-ci commence au tout début des années 1950 par deux publications destinées à un public érudit. La première, publiée en 1951, est une biographie d'une figure méconnue du grand siècle, le banquier Barthélemy Hervart. Sa destinée méritait d'être connue. Fils d'un banquier protestant d'Augsbourg venu à Lyon, il dut sa fortune à la négociation dont il se trouva chargé à la mort de Bernard de Saxe-Weimar. Tâche difficile, puisqu'il s'agissait de négocier avec Richelieu le passage de ses troupes au service de Louis XIII. Ce fut le début d'une ascension fulgurante qui lui permit de devenir banquier en France, de soutenir financièrement Mazarin, d'accéder enfin, bien que protestant, au poste d'intendant des finances en 1650. Extraordinaire parcours, scientifiquement reconstitué par Claude Dulon. La même année, elle publiera en collaboration avec Alfred Fabrolus Un amour déchiffré, La Rochefoucauld et Madame de Lafayette, puis 5 ans plus tard, 30 ans de diplomatie française en Allemagne, Louis XIV et les lecteurs de Mayence. C'est à partir du début des années 1960, alors que ses enfants commencent à grandir, que Claude Dulon donne un nouvel élan à son œuvre en se tournant vers ce que l'on appelle le grand public cultivé. C'est l'époque où l'histoire bénéficie encore d'un intérêt soutenu et de forts relais médiatiques. C'est l'époque, surtout, où les historiens les plus sérieux ne se croient pas déshonorés de faire l'effort d'écriture nécessaire pour rendre accessible le fruit de leurs recherches. Et de ces historiens, Claude Dulon reste l'un des modèles les plus achevés. En témoignent d'abord des études axées sur les mentalités et les mœurs au sens large, puis des biographies des principales figures du grand siècle. Publié en 1969, L'amour au XVIIe siècle a aujourd'hui des allures de classique. Il ne s'agit pas d'un recueil d'anecdotes galantes comme on pourrait le penser de prime abord. La démarche de Claude Dulon est exigeante. Son objectif est d'essayer de comprendre et d'illustrer les attitudes mentales, psychologiques, je cite, d'un siècle qui, en des œuvres incomparables, nous a appris à peu près tout ce que nous savons sur l'amour. Comme dans toutes les époques, l'instinct règne et avec d'autant plus de force que le XVIIe siècle est une période de guerre et de violence. Mais dès la fin du XVIe siècle, un certain adoucissement des mœurs s'était manifesté, au moins dans les franges les plus hautes de la société. À la cour des Valois, on avait redécouvert Pétrarque et Platon, le culte de la femme et l'amour idéal. Les appétits et les vices existent comme toujours, mais dissimulés sous les dehors d'une exquise galanterie. Même les libertins revendiqués semblent sinon acheter une conduite, du moins se plier au nouveau code. Témoin Bussy-Rabutin, qui nous dit que dans sa jeunesse, il croyait que pour mériter une femme, il ne fallait que soupirer, pleurer et écrire. C'est donc un mouvement de fond qui traverse la France dans la première moitié du XVIIe siècle. Et l'épisode tragique et violent de la Fronde fait encore plus ressentir le besoin de civiliser les instincts. L'amour devenait, souligne Claude Dulon, la formation par excellence, formation du cœur, des manières, mais aussi de l'esprit. Et de cette métamorphose témoigne l'apparition des premiers salons, où ceux qui y sont admis découvrent la nécessité et la difficulté de plaire, la finesse et les charmes du sentiment à l'état pur. Aujourd'hui, les raffinements de l'hôtel de Rambouillet, lorsqu'ils peuvent sembler artificiels et excessifs, font sourire. C'est peut-être oublier que ce cénacle, dont la célèbre marquise fut la grande prêtresse, devint aussi le lieu où put s'affirmer le rôle des femmes en un temps où celles-ci se trouvaient privées
des droits les plus élémentaires et presque d'existence légale. C'est cette condition des femmes au grand siècle qui va amener Claude Dulon à s'intéresser plus spécifiquement à elles dans un autre livre paru dans une collection alors célèbre, La vie quotidienne. À sa façon, elle est féministe. À l'époque où elle écrit, Simone de Beauvoir a publié, depuis plusieurs années, le deuxième sexe, et proclamé « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est le moment aussi où, en Amérique, s'affirment des féministes radicales. La démarche de Claude Dulon est différente, moins agressive. La provocation n'est pas dans sa manière, héritage du grand siècle. Pour défendre la cause des femmes, la stricte vérité lui suffit. Toute l'histoire humaine atteste à ses yeux que les femmes, pourvu qu'on leur permette d'agir, sont en mesure de s'imposer. Mais il est vrai qu'elles reviennent de loin, et son livre le montre avec éclat. On conseille même vivement sa lecture à ceux qui affirment aujourd'hui que c'était mieux avant. Qu'on en juge. Sur le plan juridique, les femmes sont alors réduites à une quasi-incapacité qui restera leur lot jusqu'au XIXe siècle, voire le XXe. Au XVIe siècle, sous l'influence du droit romain, les juristes les avaient privées de la plupart des droits. La femme est assimilée alors à un enfant qui n'échappe à la tutelle du père que pour passer sous celle du mari. Pour beaucoup d'ecclésiastiques, elle est en outre l'instrument du péché, à telle enseigne que des prêtres de moins de 30 ans ne peuvent confesser des femmes sans autorisation de leur supérieur. La méfiance envers le sexe faible est telle, souligne Claude Dulon, qu'un orateur sacré en viendra à faire d'Henri IV le ver galant, l'innocente victime des ruses féminines. Dans ces milieux, on considère que l'homme seul est pleinement à l'image de Dieu. Même le grand Bossuet ne craint pas d'affirmer « Les femmes devraient se souvenir de leurs origines, sans trop vanter leur délicatesse, songer après tout qu'elles viennent d'un os surnuméraire où il n'y avait de beauté que celle que Dieu y voulut mettre. » Dès lors, il était évidemment tout naturel d'exclure les femmes de la succession des rois. Plus grave, l'instruction des filles accuse alors 100 ans de retard sur celle des garçons. Des esprits avisés s'en inquiètent tout de même, pour de très bonnes raisons. Ainsi Fénelon fait-il ressortir que l'ignorance peut conduire au péché. L'auteur de l'éducation des filles prône donc l'enseignement du latin, d'une certaine histoire, d'une certaine géographie. Il sublime en vérité les fonctions traditionnelles de la femme au foyer. En apparence, vu d'aujourd'hui, c'est une régression. Et Claude Dulon montre de manière convaincante qu'il s'agit en vérité d'un progrès, dans la mesure où la femme a vocation, pour Fénelon, à devenir l'âme de cette petite république qu'est la famille. La leçon est claire, se méfier des anachronismes. Cela conduit Claude Dulon à nuancer le tableau assez sombre qu'elle dresse de la condition féminine au grand siècle. Dans les faits, l'effort d'éducation des femmes fut sans précédent, mais il ne porta ses fruits que plus tard. Dans l'immédiat, les femmes restent soumises à un sort peu enviable. Trompent-elles leur mari, elles risquent tout bonnement de finir étranglées dans leur lit, à l'instar de l'épouse du comte de Cheverny, dont le comportement avait choqué le pourtant peu austère Henri IV. Et si elles demeurent fidèles, elles sont condamnées à des maternités dont la succession les précipite vite vers un autre monde. Claude Dulon, encore une fois, n'embellit pas le passé. En l'occurrence, cela n'empêche pas de reconnaître un phénomène certes marginal, mais nullement négligeable, une sorte de coalition contre la grossièreté dont les salons sont les vecteurs. Cela ne concerne qu'une élite, mais une élite éclairée qui peu à peu va imposer le respect de la femme. C'est tout un monde que nous fait découvrir Claude Dulon, un monde qui peut paraître lointain par son formalisme, sa violence aussi. Et miracle, alors que les livres d'histoire vieillissent, hélas, habituellement plus vite que leurs auteurs, ceux de Claude Dulon, et notamment cette vie quotidienne, affrontent victorieusement l'épreuve du temps. Il était fatal que Claude Dulon en arrive à écrire des biographies. Et l'on ne s'étonnera pas qu'elle ait commencé par travailler sur Anne d'Autriche. La tâche avait des allures de défi, tant l'épouse de Louis XIII a vu son personnage déformé par la littérature, puis par le cinéma. De cette femme, profondément pieuse, on a fait une sorte de Messaline, multipliant les liaisons. On pense d'abord aux Trois Mousquetaires et Alexandre Dumas, qui, soyons justes, violaient l'histoire pour lui faire de beaux enfants, mais n'a pas hésité à transformer la reine en maîtresse du duc de Buckingham, ce qui, après tout, n'est pas prouvé. Ne parlons pas du cinéma qui lui a prêté un nombre incalculable d'amants. Pour retrouver le visage de cette reine, à la fois célèbre et méconnue, il fallait donc effectuer un patient travail de recherche, écarter les légendes, une tâche dont Claude Dulon s'est magnifiquement acquitté. Le trône met une âme au-dessus des tendresses. Cette formule de Corneille
résume la destinée de cette descendante des Habsbourg qui deviendra reine de France par son mariage avec le tout jeune Louis XIII. Au départ, elle n'est qu'un pion dans le jeu diplomatique de l'époque. Sa belle-mère, Marie de Médicis, voit en elle celle qui, par son union avec son fils, mettra fin à la querelle franco-espagnole. À ses yeux, elle est aussi une catholique intransigeante qu'elle pourra modeler à sa guise. Mais la statue échappera à Pygmalion, non sans drame. Avec Louis XIII, l'union n'est pas heureuse. Comment pourrait-elle l'être entre ces deux quasi-enfants sacrifiés à la raison d'État? Le roi n'est pas loin de considérer sa femme comme une ennemie. Dès l'assassinat de Concini, qui le hisse vraiment sur le trône, il écarte de l'entourage de la reine tout ce qui est espagnol. Mais celle qui se décrit comme la plus abandonnée et la plus misérable de toutes les femmes se révèle avoir plus de ressort qu'on aurait pu le croire. D'abord, elle paraît se venger des sentiments pour le moins modérés que lui porte le roi. C'est la célèbre affaire des Ferrets que la reine... la célèbre affaire des ferrets de la reine que celle-ci aurait donnée à Lord Buckingham, séduisant envoyé de la couronne britannique. Ont-ils eu une liaison? Claude Dulon ne tranche pas, même si Buckingham semble avoir voulu pousser ses avantages. En tout cas, un climat délétère s'installe entre les époux. La rumeur d'une répudiation court. Mais miracle, la reine tombe tout à coup enceinte. La perspective de voir son frère, Gaston d'Orléans, avoir une descendance a, semble-t-il, aidé le roi à surmonter ses réticences. Hélas, cette maternité n'ira pas jusqu'à son terme, et Anne d'Autriche reprend ses intrigues. Elle ne craint plus de s'attaquer à forte partie, c'est-à-dire au cardinal de Richelieu en personne, Premier ministre du royaume. Elle le provoque en restant proche de sa famille espagnole. La situation devient intenable pour la souveraine quand la France déclare la guerre à l'Espagne en 1635. Les soupçons de trahison nourris à l'égard de la reine sont tels qu'elle doit subir des perquisitions. Un orage providentiel permettra heureusement une certaine accalmie. À la faveur de cette colère du ciel, les époux se rapprochent, ainsi naîtra le futur Louis XIV, le 5 septembre 1638, bientôt suivi d'un frère, Philippe. Il n'empêche que par testament, Louis XIII, qui sans ses forces l'abandonnait, institue après sa mort un conseil de régence destiné à limiter les prérogatives de la régente, c'est-à-dire de sa femme. Quand Louis XIII meurt le 14 mai 1643, quelques mois après Richelieu, Anne d'Autriche se trouve donc dans une situation humiliante. Mais c'est alors qu'elle se révèle en faisant casser le testament du roi par le Parlement de Paris, 5 jours après son décès. La suite est bien connue. À la stupéfaction générale, la régente appelle Mazarin à succéder à Richelieu et à poursuivre l'abaissement de la maison d'Autriche. Autant de décisions qui nourriront le mécontentement des grands du royaume et finalement la fronde. Comme le montre Claude Dulon, l'exercice de la fonction a métamorphosé Anne d'Autriche. Régente, elle n'a plus qu'un but, transmettre à son jeune fils un royaume renforcé et apaisé. Louis XIV lui en sera toujours reconnaissant. Dans cette première biographie, Claude Dulon montre tout son art et d'une formule définit sa méthode qui ne variera plus. Il était nécessaire, écrit-elle, il était salutaire sans doute, d'élargir ce qu'Emmanuel Leroy-Ladurie appelle le territoire de l'historien. Mais on finit par perdre de vue un facteur essentiel, ce que le XVIIIe siècle, lui, appelait les passions, qu'il s'agisse d'amour, de haine, d'envie, de jalousie. Le XXe siècle montre pourtant assez de quel poids elle pèse sur la vie politique. Comment donner tort à Claude Dulon? Comment surtout aurait-elle pu écrire son autre grande biographie, celle de Mazarin, sans prendre en compte ses passions que le cardinal ministre, fondateur du Collège des 4 Nations où nous sommes, a suscité jusqu'à déclencher, en partie sur son nom, la Fronde. Claude Dulon s'est d'abord intéressé à Mazarin sous l'angle de l'argent, de l'immense et mythique fortune qu'il accumula au long de sa vie, alors qu'il avait vu le jour dans une famille italienne, honorable mais désargentée. Pour y voir clair sur cette question, il fallait non seulement partir à la recherche de documents d'archives, mais surtout dissiper des fantasmes. Mission difficile, dont l'historienne s'est acquittée à la perfection. Ses conclusions sont nuancées. Mazarin, c'est évident, ne se montrait nullement désintéressé. Mais loin de faire figure d'exception à l'époque, il se conformait à une norme qui voulait que les hauts serviteurs de l'État, comme les princes de l'Église, manifestassent par une certaine magnificence extérieure la puissance du maître qu'ils servaient.
L'idéal du ministre pauvre est tardif et républicain, souligne Claude Dulon. Si Mazarin se distingue, c'est plutôt par son goût presque maniaque pour les objets d'art qu'il ne pouvait se retenir d'acquérir et d'entasser. Cela admis, l'État a trouvé son compte dans cet enrichissement personnel. Le service du roi n'était pas oublié. En un temps où les finances de l'État se trouvaient déjà en équilibre précaire, le crédit propre du cardinal se révélait souvent précieux. Cela se vérifia surtout à partir de 1635, quand, du fait de l'intensification de sa lutte contre la Maison d'Autriche, la monarchie se trouva contrainte de recourir sans cesse à des expédients. Il y avait là évidemment un mélange de genres critiquable, mais sommes-nous bien placés ici pour nous en plaindre, nous qui bénéficions indirectement, et depuis si longtemps, du penchant pour le faste manifesté par le cardinal? En vérité, celui-ci ne peut être réduit à l'image d'un agioteur, même de génie, et Claude Dulon le démontre dans une biographie qui continue de faire autorité. Mazarin, c'est d'abord une prodigieuse carrière conduite par un homme d'une habileté sans égale. Naturalisé en 1639, créé cardinal sans avoir reçu la prêtrise en 1641, devenu le confident de Richelieu, puis son successeur en tant que principal ministre de l'enfant roi Louis XIV et de la régente Anne d'Autriche, il doit au départ son ascension vertigineuse à sa proximité avec la famille Colonna, dont le soutien ne se démentit jamais. Il prend donc le relais de Richelieu, l'adversaire des grands et des féodalités, l'ennemi de la Maison d'Autriche. Mais si les objectifs des deux hommes sont similaires, leur tempérament et leur méthode se révèlent bien différents. L'homme rouge, comme on l'a surnommé, ne craint pas l'épreuve de force, on dirait même qu'il la recherche, n'hésitant jamais à frapper fort et haut, comme l'apprirent à leurs dépens tant de gentilshommes qui avaient cru pouvoir se mesurer à sa toute-puissance. Rien de tel de la part de Mazarin. À l'affrontement, il préfère toujours la séduction et ne néglige pas l'intrigue. Plus encore que Richelieu, il se sait détesté par ceux qui ne lui pardonnent pas son extraction modeste et jalousent sa réussite. Il se sait aussi vulnérable en raison de ses origines. Déjà le soupçon de ne pas être vraiment français. Prioritairement, il s'appuiera donc sur la reine, habile à la persuader qu'il œuvre constamment à la grandeur du pays et dans l'intérêt de son jeune fils. On a même dit que le cardinal et la régente s'étaient secrètement mariés. Claude Dulon ne tranche pas, mais en s'appuyant sur la correspondance échangée entre les deux personnages, elle souligne le caractère amoureux évident de leur relation. Mais avec des méthodes bien différentes, Mazarin poursuit avec obstination les mêmes objectifs que Richelieu, jeter solidement les bases de la puissance française et de l'absolutisme. Et lorsqu'il le faut, ce diplomate né sait jouer son va-tout. Ainsi, lorsqu'en mai 1643, après la victoire de Rocroi, qui avait abouti au quasi-anéantissement de la célèbre infanterie espagnole, il persuada la régente d'exploiter le succès obtenu en entreprenant une action d'envergure, à savoir le siège de Thionville, place clé des Pays-Bas espagnols, dont la conquête devait verrouiller la frontière de l'Est. Il s'agissait ni plus ni moins d'abattre la Maison d'Autriche, dont la reine était issue. En relatant cet épisode, Claude Dulon montre bien l'audace et l'obstination dont Mazarin était capable, quand l'essentiel, à ses yeux, était en jeu. Un certain nombre de contemporains, d'ailleurs, ne s'y trompèrent pas. Grands du royaume, parlementaires, beaucoup de ceux qui se jugeaient indispensables au fonctionnement de l'État, non sans en tirer de substantiels avantages, mesurèrent vite le péril constitué par le cardinal, d'où la fronde qui ravagea la France de 1648 à 1653. Il n'empêche que Mazarin gagna son pari et laissa à Louis XIV un État solide et respecté. Et Claude Dulon ne cache pas que l'œuvre lui paraît d'autant plus impressionnante que le cardinal réussit à conclure la paix entre la France et l'Espagne par le traité des Pyrénées, suivi du mariage du jeune roi avec Marie-Thérèse d'Autriche. Un mariage auquel elle consacra aussi un livre, avant d'écrire la biographie de Marie Mancini, le premier amour de Louis XIV. A priori, Claude Dulon n'était pas destiné à s'aventurer sur le terrain de l'histoire contemporaine. Chartiste de formation, elle ne pouvait espérer pouvoir travailler à partir de documents fiables si elle choisissait de prendre cette direction. Lui manquerait aussi le recul, en général indispensable, à toute évaluation sérieuse d'un personnage ou d'un événement du passé. Et pourtant, elle nous a laissé deux ouvrages que l'on pourrait presque qualifier d'histoire immédiate,
la vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, d'abord dès 1974, puis 15 ans plus tard, la dernière pagode, récit évoquant la fin des deux guerres d'Indochine, celle que mena la France après 1945 et celle que poursuivirent les États-Unis du début des années 1960 à 1975. La vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, paru en 1974, peut être considérée comme le premier ouvrage de caractère vraiment historique consacré au fondateur de la Ve République, disparu seulement 4 ans plus tôt. Tout, en vérité, incitait Claude Dulong à s'évader de la règle la dissuadant d'évoquer la période récente. D'abord, le poste privilégié qui avait occupé son mari auprès du général de Gaulle au sein du gouvernement de Georges Pompidou. Et à cela s'ajoutait, pour achever de la convaincre, l'admiration personnelle qu'elle éprouvait de longue date pour de Gaulle. Sentiment si vif qu'il lui arriva au moins une fois de perdre ses moyens en présence de cet immense personnage. C'était au cours d'une réception à l'Élysée. Épouse d'un ministre, Claude Dulong s'y rendait assez souvent. Et ce jour-là, elle s'aperçut simultanément qu'elle portait la même robe que quelques jours plus tôt à l'occasion d'une autre réception et que le général se dirigeait vers elle. Soudain paralysée, craignant que le chef de l'État ne lui fasse une remarque sur sa tenue, elle crut devoir s'en excuser. Et c'est alors que tomba des lèvres présidentielles cette remarque pleine de bon sens : « Eh bien, madame, c'est parfait, cela prouve au moins que cette robe est à vous. » La réussite du livre tient au fait que Claude Dulong a compris que, pour anecdotique qu'elle ait pu paraître de prime abord, cette vie quotidienne était révélatrice de la personnalité du général. Elle était mieux placée que quiconque pour l'écrire, car de Gaulle était issu intellectuellement de cette époque qu'elle connaissait bien, le XVIIe siècle, durant lesquels la grandeur du pays coïncida avec un âge d'or des arts et des lettres. S'il détestait le XVIIIe siècle et les Lumières françaises particulièrement, pour lesquelles il n'avait pas de mots assez durs, voire méprisants, le grand siècle était la période pour laquelle il nourrissait le plus d'admiration. Contrairement à ce que l'on prétend, souvent, son vrai modèle n'était pas Napoléon, dont il déplorait les ambitions sans limite, mais Richelieu. Cela est si vrai qu'en se plongeant dans le testament politique du cardinal, on croirait parfois lire l'auteur du fil de l'épée. Même culte de l'État, même conception sacrificielle du pouvoir surtout. Pour faire triompher l'intérêt collectif, il faut parfois user de la violence, se salir les mains, estimait Richelieu, qui eut souvent la main lourde. De Gaulle ne pensait pas autrement, et le montra. Rien de plus révélateur que l'expression « et que Dieu me prenne en pitié » que, selon un de ses collaborateurs, il voulait inscrire dans ses mémoires d'espoir à la fin d'un développement sur l'affaire algérienne, durant laquelle il dut avoir recours lui aussi à la raison d'État. Quant à Louis XIV, il le vénérait, voyant en lui tout ce qui en France avait été grand et durable. Rien donc de plus naturel que de voir surgir sous la plume de Claude Dulong un de Gaulle en majesté, totalement indifférent au cadre dans lequel il vivait, mais soucieux de donner à la fonction présidentielle un éclat proprement monarchique. Dans la dernière pagode consacrée au drame indochinois de 1945 à 1975, on retrouve évidemment de Gaulle, mais le vrai héros du livre est le mari de Claude Dulong, Jean Sainteny, disparu quelques années plus tôt. Tout l'ouvrage atteste les liens très profonds qui les ont unis et la volonté de la narratrice d'arracher à l'oubli les épisodes essentiels, mais jusqu'alors assez mal connus, d'une vie consacrée à la France. Jean Sainteny, je l'ai dit, connaissait à merveille l'Indochine. Et après la guerre, il avait eu l'occasion de nouer avec Ho Chi Minh des rapports de confiance qui n'excluaient nullement de sa part la lucidité. Pour cette raison, Pierre Mendès France lui demanda, après le désastre de Dien Bien Phu et les accords de Genève, de représenter la France à Hanoï. Tâche redoutable en vérité. La France venait d'être vaincue et humiliée. Paris avait en fait passé le relais aux Américains pour tenter de contenir le communisme en Asie du Sud-Est. Très vite, Jean Sainteny se trouva donc dans une situation inconfortable et d'autant plus ambiguë que délégué du gouvernement de la République française auprès du pouvoir nord-vietnamien, il ne bénéficiait pas d'un vrai statut diplomatique. Mais comme le raconte Claude Dulong, cela ne l'empêcha nullement d'effectuer un travail utile. Grâce à lui, une certaine présence française put être maintenue et certains de nos intérêts préservés. Homme libre, Sainteny s'affranchissait volontiers des règles, à la stupeur des diplomates. Ainsi réussit-il à faire sortir clandestinement de la délégation des Hongrois
qui, terrifiés à l'idée de retrouver leur pays après le coup de force soviétique de Budapest en 1956, avaient trouvé refuge à la délégation. Les ayant contraints à s'enfermer dans des fûts en bois, pour certains avec leurs enfants apeurés, il leur fit traverser sur un camion tous les barrages nord-vietnamiens jusqu'à l'avion qui les ramena en France. Faut-il ajouter que l'exploit fut très modérément apprécié à Paris en haut lieu. 10 ans plus tard, Jean Sainteny se trouva de nouveau mêlé aux affaires indo-chinoises, toujours dans des conditions assez dramatiques. Après le départ des Français, les Américains ont bien pris le relais, mais ils se heurtent à la farouche détermination des Nord-Vietnamiens. Le tapis de bombes déversé ne peut rien contre un adversaire rompu à la lutte clandestine. À Washington, même si l'heure est encore à la guerre, des contacts avec Hanoï commencent à être envisagés. Les intermédiaires possibles sont rares. Jean Sainteny est de ce petit nombre. Son nom s'impose d'autant plus qu'indépendamment des connexions qu'il possède à Hanoï, son épouse a connu dans les années 50, dans le cadre d'un séminaire à Harvard, un certain Henry Kissinger. Le futur secrétaire d'État joue alors un rôle modeste au sein de l'administration démocrate du président Johnson, mais ses avis sont déjà écoutés. Il n'a pas perdu le contact avec Claude Dulong et tout naturellement, il a fait la connaissance de son mari, qu'il apprécie beaucoup. Sainteny, écrit-il dans ses mémoires, était un homme élégant et extrêmement intelligent qui, durant les années où il n'existait aucun contact entre les États-Unis et Hanoï, m'avait donné un aperçu de la mentalité vietnamienne. À partir de là, l'ancien ministre se voit précipité dans un véritable maelstrom diplomatique. Tantôt à Hanoï, tantôt à Washington, plus d'une fois dans le bureau du général de Gaulle qui suivait l'affaire de très près. Il accueillait aussi dans son appartement de la rue de Rivoli, aux côtés de son épouse, les négociateurs des deux parties, et notamment du côté américain, Henry Kissinger et Avril Harriman. Autant d'épisodes confidentiels ressuscités par Claude Dulong, avec un rare don d'évocation, autant de pépites aussi pour les historiens qui savent que beaucoup de choses échappent aux archives publiques. Les négociations furent longues, difficiles, sujettes à des rebondissements. Elles aboutirent à une paix imparfaite et précaire sur laquelle Jean Sainteny n'avait aucune illusion, mais qu'il savait depuis longtemps inévitable. Belle vie, longue et fructueuse vie que celle de notre consoeur, qui fut la première femme admise dans la section Histoire et Géographie de notre Académie. Puissent ces livres éclairer longtemps notre passé. Je voudrais dire aussi combien je suis fier d'occuper le siège qui fut auparavant celui de Jean Laloy. J'ai trop peu connu ce grand diplomate, mais je garde le souvenir de sa lumineuse intelligence, de sa lucidité, de son exigence intellectuelle qui avait fait de lui un spécialiste incontesté de l'Union soviétique, un homme qui dominait de haut les problèmes internationaux. Je l'entends encore évoquer devant moi la rencontre de 1944 entre Staline et le général de Gaulle dont il était l'interprète pour les circonstances. Dans l'œil du général, il avait perçu la fascination et l'effroi suscités par le tsar rouge. Je voudrais enfin dire ma dette envers 4 de nos confrères disparus qui furent pour moi des amis. Raymond Tournoux d'abord, l'irremplaçable chroniqueur de la geste gaulienne, dont l'œuvre, je l'espère, sera bientôt redécouverte et mise à sa juste place. Pierre Chaunu, immense historien de la longue durée, esprit universel, dont la science n'avait d'égal que la générosité. Henri Amouroux, grand journaliste, dont la fresque sur les années noires 40-44 constitue une somme inégalée. Bernard Destremaux, enfin, éminent diplomate et gloire du tennis français. Je n'oublie pas non plus le docteur Jean-François Lemaire, correspondant de notre Académie, récemment disparu, excellent spécialiste de la période napoléonienne, dont l'amitié vigilante m'a été si précieuse. Tous ont été en quelque sorte mes intercesseurs, ils m'ont guidé vers vous, et je veux croire qu'ils auraient ratifié votre choix pour donner un successeur à Claude Dulong-Sainteny. Je vous remercie. Bien, mille merci pour cette magnifique évocation. Et maintenant, Monsieur Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française va vous remettre cette épée si méritée. Alors, le temps des éloges est terminé. Ça y est, on passe à autre chose.
passe à une cérémonie que dans d'autres académies nous séparons. Et ici, le secrétaire perpétuel a tenu à ce qu'elle se déroule sous la coupole. C'est une très bonne idée, mais à condition d'arborer tous un sourire, parce que il n'y a plus de personnes en vos grades d'égalité, ni ministre, ni perpétuel, ni chancelier. Il n'y a plus maintenant que des amis. Et ce sont vos amis qui vont vous remettre cette épée. C'est en tout cas en leur nom que je vais m'exprimer. Comme vous l'avez dit, c'était le président Giscard d'Estaing qui devait le faire. Il devait le faire non pas comme sujet de livre que vous lui avez consacré, mais justement comme ami. Parce qu'il avait pour vous de l'amitié, de l'affection même. Et il m'avait dit, sachant que peut-être il ne pourrait pas honorer l'engagement qu'il avait pris, qu'il souhaitait que l'un d'entre nous puisse le faire. Alors évidemment, lui succéder est impossible. Je n'ai pas évidemment qualité pour le faire. Sinon, ma seule légitimité qui est une amitié de 40 ans. Eh bien, les amitiés de 40 ans, c'est une amitié qui a commencé lorsque je dirigeais un journal médical. C'est assez bizarre. Et nous cherchions un chroniqueur littéraire, et on m'a conseillé ce jeune homme, courtois, très rigoureux, extrêmement aimable et surtout extrêmement cultivé. Alors, il n'avait pas un lien particulier avec la médecine, cher Éric Roussel, vous êtes arrivé là au milieu de gens que vous ne connaissiez pas forcément très bien. Vous aviez un lien, et surtout un lien d'admiration très fort avec Jean Delay, dont je salue la présence parmi nous de sa fille, Florence Delay. Vous aviez un lien avec le docteur Jean-François Lemaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous étiez un petit peu étonné devant ces médecins bizarres qui s'étaient pour la plupart tous consacrés à l'action humanitaire, c'est-à-dire qui étaient habités par l'ambition du présent. Et vous nous avez appris quelque chose, nous avez enseigné quelque chose, c'est que le présent pouvait être aussi de l'histoire. Puisque parmi nous, alors que nous étions encore une fois très préoccupés par l'actualité, vous avez à ce moment-là publié une biographie de Georges Pompidou. Et c'était assez troublant parce que Georges Pompidou, je ne dirais pas que nous l'avions connu, mais nous avions vécu dans sa période, dans la période où il était président de la République, et ce qui avait été jusque-là pour nous une actualité devenait grâce à vous de l'histoire. Et cette particularité de cette formation qui a été évoquée tout à l'heure par Jean-Claude Casanova, de partir du journalisme pour aller vers l'histoire, fait toute la singularité de votre œuvre. Et je dois dire que c'est quelque chose qui nous a, encore une fois, beaucoup appris. En tant que romancier, moi, je me suis souvent posé cette question de où commence l'histoire, finalement, hein. Vous savez, pour les romans historiques, on se demande toujours... le temps du récit, c'est le passé. Alors, vous racontez quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, est-ce que c'est de l'histoire? Bon. Il faut un certain temps pour que ce soit un roman historique. Eh bien, un roman devient historique, à mon sens, quand il échappe à la mémoire, c'est-à-dire quand il évoque une période que vous n'avez pas vécue. Et quand c'est une période que vous avez vécue, eh bien, c'est un peu autre chose, c'est la mémoire, en effet. Ce sont les souvenirs qui se sont convoqués. Eh bien, vous avez la particularité d'écrire une histoire qui est pleine de mémoire, c'est-à-dire que vous écrivez l'histoire à partir des témoignages de personnes vivantes, de personnes que vous rencontrez, et il y a cette intrication extraordinaire dans vos biographies entre ce qui se déroule et puis ce qui s'écrit pour l'avenir et qu'on appellera l'histoire. Et vos biographies sont des véritables monuments. Moi, je suis très, très, très admiratif de voir les 1000 et quelques pages que vous avez consacrées à Jean Monnet ou au général de Gaulle ou à Georges Pompidou. J'ai l'impression, sans être un spécialiste, que derrière vous, il est très difficile d'écrire une biographie lorsque vous en avez fait une. Je dirais presque que vous êtes l'Attila de la biographie. Rien ne pousse derrière vous, mais c'est un Attila, évidemment, d'une grande bienveillance, une grande gentillesse,
qui témoigne toujours son amitié et sa fidélité à ses amis. Je peux le dire parce que je m'honore et je suis heureux d'en faire partie. Et donc cet Attila si désarmé, eh bien c'est à lui que je vais remettre une épée. Mes remerciements vont d'abord vers toi, tu me permettras de te tutoyer, mon cher Jean-Christophe, pour ce que tu viens de dire, qui m'a beaucoup touché, pour ton amitié qui dure sans nuage aucun, comme tu l'as dit, depuis 40 ans. Amitié paradoxale, car si ta vie est un roman, et souvent un roman picaresque, la mienne se confond avec mes livres. Mais comme l'a observé Léon Blois, il n'y a pas d'amitié due au hasard. Ma pensée va aussi vers le président Giscard d'Estaing. Il m'avait fait l'honneur de présider mon comité de l'épée et j'y avais été très sensible. Je le connaissais depuis assez longtemps, mais les dernières années, au cours desquelles je l'ai souvent rencontré dans le cadre de la préparation du livre que je lui ai consacré, m'ont permis d'apprécier sa hauteur de vue, sa lucidité aussi sur le monde qui nous attend. Et je suis heureux de constater que depuis sa disparition, il y a un an, son œuvre d'homme d'État est enfin située à sa juste place. Réformateur de notre pays et européen convaincu, Valéry Giscard d'Estaing était par-dessus tout un grand modernisateur, passionnément tourné vers l'avenir. On le mesure encore mieux, peut-être à présent, en voyant combien il a eu raison de poursuivre un ambitieux programme énergétique qui assure encore aujourd'hui notre indépendance. Merci enfin à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu m'offrir cette épée, et particulièrement à mes amis Régis Hubert et Frédéric Turpin, responsables de la collecte. Je vous dois, je crois, quelques éclaircissements sur ce cadeau. Cette épée est relativement récente, puisque destinée à de hauts fonctionnaires, elle date des tout débuts de la Troisième République. Signe d'abondance et de prospérité, les épis de blé dont sa cartouche est ornée m'ont semblé de bon augure. Monsieur Jean-Claude Day, ici présent, qui me l'a procuré, y a ajouté des symboles. 2 d'entre eux évoquent mes origines, mes racines pour employer un langage ancien. La Normandie d'abord, d'où est issue ma famille, et la ville de Versailles, où je vis, et dont je salue le maire, mon ami François de Mazières. Le C majuscule que l'on voit sur le fourreau n'est autre que la première lettre du prénom de ma fille Camille. Les autres symboles ont trait à mes recherches, à mes livres. La croix de Lorraine, pour des raisons évidentes, le général de Gaulle d'abord, dont il y a 20 ans j'ai entrepris de relater l'extraordinaire destinée, en me fondant sur des sources inédites fiables et non plus, comme on le faisait avant, sur des on-dit ou des rumeurs. Il n'en est, je crois, que plus grand. Pierre Brossolette, l'un des héros de la Résistance, dont le destin m'a toujours fasciné, se rattache aussi à ce symbole. Le livre ouvert symbolise, sous la forme de sa constitution, la Ve République, objet principal de mes travaux, de Georges Pompidou à François Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing à Pierre Mendès France. Des étoiles, enfin, symbolisent le projet européen, qui est le fil rouge de beaucoup de mes ouvrages, à commencer par celui sur Jean Monnet. Ce projet européen n'est malheureusement pas en bon état aujourd'hui, mais sans lui, les nations occidentales risquent de sortir de l'histoire. Reste un dernier symbole, celui qui figure sur la fusée de cette épée. C'est un symbole auquel je tiens particulièrement, car ce caractère d'écriture ancienne égyptienne représente la vérité chère à Pierre Mendès France, cette vérité qui, à mon sens, doit toujours être l'objectif de l'historien. Sans doute, cette vérité n'est-elle pas toujours facile à atteindre et à déchiffrer, mais elle existe bel et bien, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les adeptes de conceptions relativistes. Merci donc une nouvelle fois de votre amitié et de votre soutien. Il m'est particulièrement précieux en ce moment, où entrant officiellement ici, je découvre cette affirmation de Guy de Maupassant, un écrivain qui est là à la Légion d'honneur, qui écrit dans la Revue des Deux Mondes, malheureusement c'est mon cas, et qui est membre de l'Institut, ne peut pas avoir le moindre talent. Je vous remercie.
Merci infiniment. Bien, puisque nous sommes passés de choses un petit peu officielles à une atmosphère beaucoup plus amicale, je vous invite à prolonger la dite atmosphère amicale en partageant avec nous le cocktail qui vous sera offert dans les salons de l'Académie, donc le salon dont j'oublie le nom, dans la cour d'honneur. Voilà.